Dans la suite logique des choses, les générations s'entraident les unes les autres. Les enfants sont élevés par leurs parents, et plus tard, les parents seront élevés par leurs enfants. Ça paraît logique dit comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le modèle le plus commun. La norme est plutôt au chacun chez soi. Les enfants partent vivre parfois loin de leur famille, et les parents préfèrent finir leurs jours chez eux, en paix. D'autres ne parlent plus à leurs enfants, et certains n'en veulent tout simplement pas. Donc, on va faire le tour des idées qu'on pourrait mettre en place dans le cadre d'un projet d'autonomie pour vieillir bien et vieillir seul, ou pas, juste après ça. Salut, c'est Julie, et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment adapter son désir de vivre en autonomie à nos vieux jours. Donc, en premier lieu, comment préparer son lieu de vie dans les moindres détails. Admettons qu'on lance notre projet d'autonomie vers la trentaine. Il nous reste à peu près encore 30 ans pour se préparer, pour rôder son autonomie de fond en comble et faire en sorte qu'elle roule toute seule comme sur des roulettes, que la maison soit finie, l'électricité au top, le chauffage pareil, l'eau, l'alimentation, une santé de fer et toujours avec un peu d'argent de côté. On va aussi profiter de ce temps pour s'alléger la vie au maximum. Si à l'époque on avait décidé de puiser l'eau avec une pompe en fonte, car chercher l'eau à la fontaine c'est si charmant, on va vite se rendre compte que ça va pas être marrant tous les jours. Pareil avec les portes qui prennent l'humidité et qui gonflent et deviennent impossibles à ouvrir. Qu'on va vite s'empresser d'aller raboter avant de se démettre une épaule. De même, on va privilégier une maison de plein pied. Par ailleurs, on va plus réfléchir, être conscient en permanence des petites choses à peine pénibles. Et même si aujourd'hui on ne trouve pas ça gênant, il vaut mieux trouver une solution et la mettre en place rapidement. Par exemple, ramener les poules le soir, rien de compliqué apparemment. Mais à 70 ans, à 80, à 90 ans, avec la luminosité du jour qui baisse et la vue qui décline, les muscles sont moins sûrs et une chute avec un bon vieux pétage de jambes en bonne et due forme n'est pas impossible. Et oui, les os aussi se fragilisent. On va donc venir décortiquer tous les systèmes qu'on a mis en place pour se préparer sur tous les fronts. Tout d'abord, on va préparer son foyer et l'adoucir pour nos vieux jours. Comment ? On le surveille, comme le lait sur le feu. On le répare, on l'entretient, car le but est d'essayer de créer notre autonomie et de la penser comme un système qui peut se débrouiller tout seul, sans notre participation pour le jour où on ne pourra vraiment plus y participer. Je pense notamment au potager qui un jour forcément verra sa dimension rétrécir et qui finira peut-être même par disparaître, car on n'aura plus la santé pour s'en occuper. Pensez à l'électricité, à créer une installation durable dans le temps et sécurisée, et donc aux normes a priori. Et surtout, pas de travaux en cours, avec des câbles qui traînent partout. Réfléchir à son système de chauffage. Si on a un poêle à bois par exemple, on va devoir trouver une solution pour pouvoir continuer à couper son bois facilement le plus longtemps possible en trouvant des outils adaptés. Et si on pense que ce n'est pas viable au long terme en prenant de l'âge, on peut carrément changer son système de chauffage. On va s'occuper de ces systèmes de potabilisation de l'eau et de traitement de l'eau grise, qu'ils soient bien faits et bien protégés du soleil et du gel pour éviter le vieillissement prématuré du matériel, et entretenus. Et on doit bien sûr rester à l'affût des fuites. Concernant la nourriture, on va planter un maximum de plantes pérennes, pratiquer des cultures faciles, et pourquoi pas en hauteur pour préserver son dos. On va protéger sa santé. Pour ça, on peut étudier l'alimentation, pratiquer un sport en douceur et se prémunir assidûment, par exemple en regardant les vidéos spéciales santé de Karine sur la chaîne. Et enfin, on va prévoir un pécule. Toujours prévoir un pécule, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Les imprévus sont les maîtres de nos vies. Deuxième étape, se créer ou se recréer une vie sociale. Même si je suis du genre à préférer passer inaperçu, en prenant de l'âge, je pense qu'il est important de se faire connaître un minimum et d'habituer le village et ses voisins à notre présence. De sorte que si un jour il nous arrive quoi que ce soit, les gens s'en apercevront d'eux-mêmes. Alors je ne dis pas que ça nous sauvera la vie en cas de malaise cardiaque, mais si on est juste tombé dans les escaliers et qu'on ne peut plus bouger,
Si personne ne vient dans les 3 jours, on va simplement sécher sur place et mourir de soif. Les idées qu'on va voir tout de suite vont de la plus timide à la plus jovialement sociable et vont sembler très bêtes parfois. Mais on reste ouvert d'esprit parce qu'on est tous différents. Et perso, je suis un ours mal léché. Résultat, ces idées ne conviendront pas à tout le monde car nous n'avons pas tous le même degré d'oursitude. Donc voici les différents niveaux de sociabilisation. Niveau 1, le fuyard. Il va faire sa promenade parce que la marche, c'est bon pour l'entretien, en passant toujours devant les mêmes lieux stratégiques, comme l'épicerie du village, le bar du coin. Et de fil en aiguille, un jour, peut-être, il va commencer à dire bonjour aux gens qu'il croise. Niveau 2, le statique. Il se rend dans un même lieu le plus régulièrement possible, c'est-à-dire au mieux tous les jours, pendant au moins 1 heure. Il est du genre à aller boire un café dans ce petit bar au coin de la rue, ou à lire un livre sur un banc de la place du village, ou encore à squatter la bibliothèque municipale. Ou juste n'importe quelle activité qu'il peut faire au quotidien, qui lui plaise et durant laquelle il est susceptible de croiser les mêmes personnes, pour ainsi devenir ce qu'on appelle un habitué. Niveau 3, l'investi. Il est devenu bénévole dans une association et s'y rend très souvent. Il sait apprécier la compagnie des autres, surtout quand on se bat tous pour la même cause. Il est d'ailleurs pratique qu'il existe autant d'associations, il y en aura bien une pour tous les goûts. Niveau 4, le philanthrope. Il se retrouve avec ses voisins pour regarder le match, faire de la couture, aller chercher le fumier au centre équestre du coin, squatter la cuisine pour faire les bocaux du stock de l'hiver, parler potager et échanger ses graines, faire les courses tous ensemble. Bref, l'entente avec les voisins, c'est génial, surtout quand tout le monde s'entend. Niveau 5, le guéluron. Lui, il s'est fait des amis. Bah ouais, comme à l'école. Plus sérieusement, le problème souvent c'est qu'on part loin de là où on a vécu, loin de sa famille, loin de ses amis, et créer le contact au début peut s'avérer être difficile. Donc le fait de se faire connaître, surtout quand on débarque dans un village inconnu ou qu'on est pétri d'oursitude comme moi, permet une vie sociale et par la même occasion d'atteindre une autonomie plus complète, plus globale grâce au troc, éternellement le troc, en filant un coup de main dans les travaux, une denrée alimentaire qui pousse facilement chez soi, quelques surplus de bocaux, de confitures, en échangeant des graines, des conseils et j'en passe et des meilleurs. Et du coup, on peut pousser la sociabilisation encore plus loin et ainsi laisser sa porte ouverte. Mais pas littéralement, hein. On n'est pas limité à juste se faire connaître de son village. On peut aussi le faire venir à soi et ainsi, l'air de rien, préparer le jour où il sera vraiment difficile ne serait-ce que de sortir de chez soi. Mais si on n'est pas prêt à ouvrir sa maison, on peut essayer d'ouvrir son jardin et prêter ou louer des petites parcelles de 100 mètres carrés ou plus que les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un petit lopin de terre puissent s'essayer à la culture. Ainsi, les gens viendront à soi sans plus d'efforts qu'une petite annonce à la boulangerie du coin et permettra d'échanger sur les variétés et méthodes de culture préférées. Ou on peut aussi prendre une personne de compagnie qui puisse venir tous les jours, ne serait-ce que pendant 1 heure, pour prendre le thé, lire un livre, jouer à un jeu de société, dans le cas où on ne sort plus beaucoup, que notre vie sociale s'est étiolée, mais qu'on est encore capable de vivre seul chez soi. On peut trouver cette personne par le biais d'une association ou une personne qui cherche un petit job dans le village ou carrément se faire prescrire une visite quotidienne par le médecin. Car apparemment, en cas de perte d'autonomie progressive, à partir de 60 ans ou en cas de handicap d'après la Sécu, on peut se faire prescrire une aide à domicile et du personnel soignant. On peut aussi créer un club. Des chèques de peinture, de tricot, lecture, loto, couture, histoire, un club d'écriture. Et on passe des après-midi entières avec quelques âmes passionnées. Si on a à cœur le partage des connaissances et qu'on a la volonté de transmettre tout ça, on peut proposer des formations, des stages, des initiations, des visites, gratuites de préférence, puisque l'esprit de la permaculture, c'est l'art des choses qui coexistent en s'entraidant, blablabla, donc on va rester dans le thème, voilà. Ça peut être des initiations sur l'autonomie, la conservation, la fermentation, la vannerie, des visites de son installation autonome. Ça peut être n'importe quoi tant que ça nous passionne, mais en essayant de le proposer de manière régulière, sur 1 ou plusieurs jours par exemple. Si on s'en sent capable, et ce serait le mieux d'après moi, mais pour ça, il faut une grande dose de respect. Et de respect mutuel, ça ne doit pas venir que de nous. C'est d'ouvrir sa maison à une colocation, soit à un étudiant si c'est possible, soit à une autre personne de notre âge. Et là, on se fait un gros remake de Grace et Frankie.
C'est une série sur Netflix. Allez jeter un œil, c'est marrant. Dans le même thème, on peut aussi vendre en viager mixte. Et on y revient dans 2 minutes. Dans tous les cas, cette situation permettrait de pouvoir veiller les uns sur les autres. Encore une fois, je me répète, ça crée du lien, ça ouvre sur des perspectives d'échange et de partage et ça permet en prime de mettre l'isolement au tapis. Ensuite, on va aborder un sujet un peu différent. On va parler budget, finances et patrimoine. Car en effet, que faire de son patrimoine ? Premier cas, on a des héritiers, famille ou tierces personnes qu'on aime bien. On va pouvoir léguer une maison par plusieurs moyens. Soit les héritiers à qui on veut faire don d'un bien immobilier ont assez d'argent pour payer les droits de donation. Pour la famille par le sang, le mariage ou le Pacs, il y a différents taux qui s'appliquent. Il faut aller se renseigner sur le site du gouvernement, c'est très facile. Et pour une personne extérieure à la famille du donateur, quand on n'a pas d'héritier, ce qui sera mon cas, notre héritier devrait s'acquitter des droits de donation à hauteur de 60% du montant du don, ce qui est énorme. Pour éviter ça, il existe le legs net de frais et de droits, ce qui permet de léguer sa maison ou de l'argent à un tiers en passant par une association reconnue d'utilité publique. On fait la donation à l'association qui donnera ensuite 40% du prix de la maison au bénéficiaire qu'on aura choisi. Et l'association payera 60% d'impôts sur le montant qu'elle a légué au bénéficiaire, mais ça ne l'empêchera pas d'y trouver son compte puisqu'elle-même percevra un peu moins de 40% du montant du legs initial. Ça marche avec un bien immobilier ou de l'argent. Par exemple, si je fais un legs net de frais et de droits à Monsieur Placard de 50 000 € en passant par une association RUP, l'association donne 20 000 € net à Monsieur Placard et doit reverser 12 000 € à l'État. Et elle conserve pour elle 18 000 €. Ça permet de faire une bonne action et de faire un don à une personne extérieure à sa famille sans qu'elle n'ait rien à payer. Mais si on n'a pas d'héritier légitime, qu'on n'a pas prévu d'héritier sans lien de parenté, c'est-à-dire une tierce personne, et que personne n'a les moyens de racheter notre base autonome, qu'est-ce qu'elle va devenir ? À qui léguer notre patrimoine ? Car si on ne trouve personne, notre projet d'autonomie finira entre les mains de l'État. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas envisageable. Mais on va voir ensemble les moyens d'éviter ça. Mais avant ça, on va parler des dons d'argent. Si on a des héritiers, les dons classiques et leur taux d'imposition s'appliquent. Mais dans le cas où on est seul rescapé de notre famille, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, et qu'il existe sur cette terre des personnes qu'on aime, on peut leur donner de l'argent de 3 manières différentes. En premier, par le biais d'une assurance vie, pour en faire bénéficier un tiers. Aucun droit de donation n'est à payer à l'État si le montant du don est inférieur à 152 000 €. Et si le contrat a été signé avant les 70 ans du donateur. Ça concerne un don d'argent uniquement et le jour de la mort du donateur. En deuxième, en faisant une donation du vivant, plutôt qu'un legs, mais ça concerne encore une fois un don d'argent uniquement. Mais il y a 2 façons de le faire. Donc soit on donne 50 000 € à Monsieur Plateau et il doit s'acquitter des droits de donation, qui sont de 60%, et il ne lui resterait que 20 000 €, soit on donne 50 000 € à Monsieur Plateau, droits de donation inclus, alors les droits de donation sont prélevés directement sur le don et ne s'élèvent qu'à 18 750 €. Ainsi, Monsieur Plateau repart avec 31 250 €, ce qui est beaucoup mieux. Troisième solution pour faire un don d'argent à un tiers est le legs net de frais et de droits qu'on a vu juste avant. Cette méthode permet de faire don de sa maison mais aussi de son argent par le biais d'une association reconnue d'utilité publique. Enfin, dans le cas où on n'a pas forcément d'héritier ou tout simplement on a besoin d'argent et du coup on garde tout pour soi et on vend tout. Si on vend tous nos biens, si tant est qu'on en ait plusieurs, les revenus permettront peut-être plus tard soit d'intégrer une maison de retraite, même si c'est la mort sans mauvais jeu de mots, mais quand on n'a pas d'héritier, de proches ou beaucoup d'argent, ça pourrait sembler être la seule solution. Soit pour prétendre à du personnel soignant plus régulièrement à domicile, soit pour faire don à une personne qu'on aime, comme on l'a vu à l'instant, ou alors pour vendre en viager.
Que ce soit parce qu'on n'a pas d'héritier, qu'on n'arrive pas à assumer l'entretien de sa maison, qu'on ne veuille rien léguer à l'État ou encore parce qu'on veut donner un coup de pouce à quelqu'un, et oui, parce que le viager c'est assez intéressant comme achat pour qui n'a pas les moyens de financer une maison ou d'obtenir un prêt, surtout s'il s'agit d'une vente viagère libre ou mixte, auquel cas l'acheteur pourra vivre dans les lieux. Pour rappel, une vente viagère libre consiste en la vente d'un bien immobilier non occupé et qui permet au vendeur de percevoir une somme d'argent le jour de la vente, plus des rentes mensuelles jusqu'à son décès. Elle permettra par exemple de rejoindre une maison de retraite en cumulant les rentes mensuelles issues de la vente immobilière avec sa pension de retraite, en laquelle je ne crois pas vraiment, mais en même temps pour moi c'est dans 40 ans. La vente viagère mixte est semblable, excepté que le vendeur continue de vivre dans la maison et que l'acheteur vient aussi s'y installer. Cela sera possible évidemment en fonction de l'espace disponible dans la maison ou s'il existe une dépendance habitable ou encore s'il reste de la surface constructible sur le terrain pour y construire une deuxième maison. Cette solution offrira l'avantage de ne pas vivre isolé, de permettre à une personne qui n'en avait pas forcément la capacité d'accéder à la propriété et d'orchestrer un genre de passation de sa façon de vivre en autonomie. Vous me direz, c'est bien gentil tout ça Julie, mais que faire en prévision d'une réelle perte d'autonomie ? Due à la vieillesse, due à la maladie, au handicap. Ici, on ne parle plus d'une autonomie en eau ou en légumes. Il s'agit juste de pouvoir se nourrir, se laver et faire d'autres actions assez banales et primaires pour nous. Le corps, malheureusement, décline. Les os cassent plus facilement, les chutes sont à éviter absolument. Les muscles se raidissent, on va donc éviter de porter des charges trop lourdes qui pourraient nous faire perdre l'équilibre. La vue se trouble, les espaces de vie doivent être toujours bien éclairés afin de ne pas s'abîmer encore plus les yeux et de ne pas se prendre les pieds quelque part, quitte à installer des lumières automatiques. Enfin, l'ouïe n'est plus aussi claire qu'avant. Il serait du coup utile de s'appareiller car le premier signal d'alerte qu'on utilise en tant qu'être humain, c'est le bruit, grâce à la voix ou à des alarmes. Bon, eh bien c'est le moment ou jamais d'y penser. Et avant d'en arriver là, il y a certaines choses qu'on peut mettre en place, bien que tout accident soit impossible à prévoir, de même que ses conséquences. On va sécuriser son lieu de vie, maison et jardin compris. On doit éliminer tous les obstacles dans le but d'éviter les chocs et les chutes. Mais les chutes, mais vraiment à tout prix, j'insiste. Quand on se prend l'orteil dans le pied de la table à 30 ans, ça fait pas le même effet qu'à 80 ans. Les os sont moins résistants et cassent plus facilement. Il peut donc s'ensuivre une hospitalisation qui déclenche généralement une perte de repères. Et souvent, de retour à la maison, il est difficile de retrouver ses habitudes d'avant. Je généralise, mais le but c'est de faire de la prévention, d'éviter à tout prix d'en arriver là. Pour éviter la catastrophe, on peut par exemple installer un bac à douche qui arrive quasiment au ras du sol, poser un revêtement au sol qui ne glisse pas, placer une rampe à la place des petits escaliers, fixer des barres d'appui à tous les endroits où on doit s'asseoir et où il n'y a rien de solide et de bien stable pour s'appuyer, à côté du lit, à côté des WC. Ensuite, on va tenter de pallier aux problèmes de mémoire, si on les voit arriver. Tenir un agenda pour ne pas oublier les rendez-vous, étiqueter les placards avec des mots simples, se faire un planning de la journée et de la semaine, se mettre des mémos à des endroits stratégiques, comme un post-it sur la porte des WC côté intérieur pour penser à aller se laver les mains après. Trop de personnes sous-estiment cette étape. Dans mon entourage, il y a un homme de 87 ans. Il vient de perdre sa femme et d'emménager dans le foyer de son fils. Et chaque matin, il ne sait plus dans quel ordre il doit s'habiller, manger son petit déjeuner et se doucher. Et ça le met dans un état de stress impossible à gérer pour lui. Et chaque matin, son fils le lui réexplique. Donc si on y voit assez clair et qu'on sait encore lire, on peut se faire un planning quotidien et surtout le plus routinier possible. En troisième, on va pouvoir désinstaller tout équipement qui pourrait se révéler être un danger inutile, comme les plaques de cuisson au gaz par exemple. Il faut pouvoir appeler efficacement de l'aide en cas d'urgence, en criant tout simplement si on vit à plusieurs, en utilisant son téléphone si on le porte toujours sur soi. Petite parenthèse, si c'est le cas, désactivez le Wi-Fi et les données mobiles quand vous ne vous en servez pas, s'il vous plaît, respectez votre corps et bannissez les ondes de votre vie. Bref, on peut aussi s'abonner à un service de téléassistance à domicile avec un beeper qui permet d'appeler à l'aide en appuyant simplement sur un bouton. Enfin, il existe différentes aides pour les seniors, qu'elles soient financières, médicales ou sociales. Par exemple, pour adapter le logement, pour bénéficier d'une aide ménagère, d'un personnel soignant à domicile ou d'une personne de compagnie.
Il est également possible de se faire accompagner par un gériatre quand on a la chance d'en avoir un dans son secteur géographique et en cas de blessure de se faire hospitaliser à domicile afin d'éviter la perte de repères cités en amont. Il y aurait une multitude de besoins que l'on pourrait prévoir, mais souvent c'est propre à chacun, en fonction de soi, de sa maison, de son système de chauffage, de son système de purification de l'eau, mais de ses capacités aussi. Certains auront des problèmes de dos, d'autres des problèmes de genoux, mais on peut quand même essayer de les prévoir, ces besoins. On va tester un truc, on va imaginer notre lieu de vie autonome, qu'il soit réel ou imaginaire s'il n'est pas encore d'actualité. On visualise tous les systèmes qu'on a installés, qui ont permis de se chauffer, de se nourrir, de répondre à nos besoins. Et maintenant, on s'imagine en train de les entretenir et de les utiliser, avec des gros rhumatismes et plus aucune force dans les muscles. C'est encore mieux. Donc là, on va rapidement déceler les activités qui vont coincer avec l'âge et ainsi pouvoir les remettre en question et peut-être modifier ses choix tant qu'il en est encore temps. Évidemment, on pourra commencer à demander de l'aide à des proches qui le feront avec plaisir, mais si on est isolé, on peut encore pratiquer le troc. Si on connaît des personnes plus jeunes, on peut leur demander de couper du bois. Si notre maison n'est pas bioclimatique, ce qui serait pourtant l'idéal en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un système totalement autonome qui n'a besoin de rien ni de personne pour fonctionner. On peut leur demander de nourrir, abattre et préparer les animaux de chair en échange de morceaux de viande, d'entretenir le potager en échange de fruits et légumes. Et si on ne trouve personne pour nous aider, il faudrait retourner dans les supermarchés. Mais en l'occurrence, ce n'est pas viable, car cela signifierait prendre la voiture, avec des réflexes et une vue diminuée. Encore une fois, je généralise. En même temps, moi en ce moment j'habite à Marseille, donc je ne connais pas une seule personne de plus de 80 ans qui part chaque semaine faire ses courses sur son vélo comme s'il en avait 20. Mais j'ai conscience que ça existe, et que d'autres fendent encore du bois à 90 ans. Et vraiment, je trouve ça génial. Malheureusement, ça ne concerne pas la majorité. Donc il reste une dernière solution. C'est payer quelqu'un pour se faire livrer ce dont on a besoin. D'où le fait que je répète souvent qu'on a besoin d'avoir un minimum d'argent de côté. Mais ce n'est pas qu'une question de pécule. Comme beaucoup le disent, « Oh, on a la santé, alors c'est le principal ». Alors il faut en prendre soin de cette bonne santé et la garder le plus longtemps possible, en apportant au corps ce dont il a besoin. Par l'alimentation. D'ailleurs, en parlant de ça, l'alimentation vivante représente l'une des meilleures façons de se nourrir, je vous laisse le soin de vous renseigner à ce sujet. Par l'activité physique, la marche, la nage, le yoga, le tai chi, qigong, tous ces sports assez doux qui sont les plus adaptés à un corps qui se fragilise. Par le repos, le nombre d'heures de sommeil est propre à chacun, attention, mais un minimum de 7 heures a priori serait recommandé. Moins pourrait en effet nuire au cerveau. Par un apport régulier en eau. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des campagnes pour prévenir de la déshydratation des personnes âgées, car elles oublient, tout simplement. Par la joie, l'amour, l'amitié, la beauté, la gratitude. D'aucuns pourraient dire que ce sont des niaiseries. À quoi je répondrais qu'elles sont nécessaires, ces jolies niaiseries. Pour finir, je vais faire une petite ouverture vers une méthode non conventionnelle en médecine. Elle prend tout doucement de l'ampleur dans le monde médical, mais elle est encore assez peu connue. Mon amie médecin Karine en a parlé dans sa dernière vidéo, il s'agit du CDS. En effet, il a plus d'une fois montré sa capacité à soigner le corps si simplement. Je vous mets le lien de la vidéo qui traite du CDS en description. Vous y trouverez toutes les infos utiles et nécessaires pour en savoir plus. Bon, voilà mes réflexions du jour. Pas très joyeux comme sujet, mais je trouve qu'on a trop tendance à oublier que ça va tous nous arriver un jour. Et d'y réfléchir avant, ça nous rendra pas plus bêtes. Je suis pas trop rentrée dans le détail pour que la vidéo ne dure pas 4 heures, mais si vous souhaitez qu'on explore un sujet en particulier, dites-moi ça dans les commentaires et on essayera de creuser ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, prenez tous soin de vous et soyez prévoyants. Les fadas de l'autonomie, c'est le moment de se dire adieu, donc si tu veux poser ton petit pouce bleu par ici, ce sera très apprécié. Et puisqu'on est plus fort ensemble, je t'invite à t'abonner parce que moi je marche droit vers l'autonomie. Et toi ?